Certaines guerres arrivent à modifier complètement le cours des événements. L'une de celles qui a le plus altéré la réalité fut la Seconde Guerre mondiale, un conflit mondial qui a accéléré, sur différents fronts, l'apparition d'inventions et de dispositifs conçus par les pays impliqués. Le gouvernement nazi, connu pour ses crimes documentés contre des millions de personnes, a également participé à la création de projets techniques et mécaniques qui furent utilisés d'abord sur le terrain militaire et qui sont ensuite passés à faire partie de domaines très différents. Bien que plusieurs de ces développements n'aient pas apporté d'améliorations directes à la vie civile, certains ont bel et bien fini par être utilisés en dehors du champ de bataille. Mais quelles furent ces créations surgies dans le Troisième Reich qui sont encore utilisées ou qui ont influencé ce qui existe aujourd'hui ? Panzerfaust, l'arme de poche qui transforma la guerre moderne. Durant les dernières années de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le Troisième Reich commençait à s'effondrer sous la pression de l'avancée soviétique à l'Est, l'Allemagne misait sur une solution rapide, létale et économique pour stopper la poussée des chars ennemis. Le résultat fut le Panzerfaust, une sorte de tube à usage unique, équipé d'une ogive explosive creuse, conçue pour être opérée même par des paysans, des enfants recrutés ou des personnes âgées de la Volkssturm. À la différence des lance-roquettes antérieures, son maniement était aussi simple que pointé et tiré à courte distance. Son faible coût et sa fabrication massive permirent qu'il soit distribué par milliers, dans l'espoir de freiner les blindés soviétiques qui s'approchèrent de Berlin. Bien qu'il ait une portée très limitée et que le tireur fût exposé après le tir, son pouvoir destructeur était craint par les équipages de chars ennemis. Lorsqu'une ogive du Panzerfaust impactait la carapace d'un T-34, elle pouvait la perforer et faire exploser son intérieur. Il devint ainsi l'un des premiers lanceurs à charge creuse véritablement portables et létaux de l'histoire. Le design du Panzerfaust était ingénieux dans sa brutale simplicité. Il consistait en un tube métallique jetable, préchargé avec une tête explosive de forme conique, montée sur une tige stabilisatrice. Cette tête contenait un explosif conformé qui concentrait toute son énergie en un seul point, lui permettant de perforer le blindage le plus épais de l'époque. Il s'activait avec une fusée d'impact, ce qui le rendait effectif seulement à courte distance. Les modèles plus avancés, comme le Panzerfaust 60 et 100, pouvaient atteindre des objectifs jusqu'à 100 mètres. L'entraînement était presque nul. Il suffisait de savoir placer l'arme sur l'épaule, d'enlever la sécurité, d'aligner les mires et d'appuyer sur la gâchette. Ceci transforma le Panzerfaust en l'outil de prédilection de la désespérance allemande sur le front oriental, se distribuant massivement à des civils armés durant les dernières semaines du Reich. L'impact du Panzerfaust ne se termina pas avec la guerre. Bien qu'il fût créé comme une arme jetable et d'urgence, son design établit les bases de tous les lanceurs anti-chars modernes. Le concept d'un tube léger, portable et opéré par un seul soldat influença directement le développement soviétique postérieur. En analysant les restes du Panzerfaust, les ingénieurs russes développèrent le RPG-2, une évolution qui maintint l'idée de base, mais l'améliora avec une plus grande portée et précision. Ce modèle serait rapidement remplacé par le RPG-7, qui se transforma en l'arme anti-char la plus diffusée du siècle XX. Le RPG-7, bien que plus complexe que le Panzerfaust, conserve son essence, une ogive à charge creuse lancée depuis l'épaule avec la capacité de perforer les blindages. Introduit par l'armée soviétique en 1961, il avait un système de propulsion plus sophistiqué, des stabilisateurs déployables et un design réutilisable. Il fut utilisé par plus de 40 pays, dans des dizaines de conflits, du Vietnam à la Syrie, et sa production est toujours active dans de nombreux pays aujourd'hui. La raison de sa longévité réside dans son faible coût, sa fiabilité et sa facilité d'utilisation. À la différence des missiles guidés ou des systèmes lourds, un RPG peut être porté sur le dos par un seul combattant, prêt à tirer et disparaître en secondes. Cette tactique, connue comme frapper et courir, a son origine conceptuelle dans les combats urbains de Berlin de 1945, où les utilisateurs du Panzerfaust se cachaient dans des bâtiments en ruine pour attaquer des chars à courte distance et puis s'échapper par des passages improvisés. En plus du RPG-7, d'autres lanceurs occidentaux comme le M72 Low états-unien ou l'AT-4 suédois suivirent la même logique de design.
Tous partagent avec le Panzerfaust l'idée d'habiliter un seul soldat avec un outil capable de détruire des véhicules blindés sans besoin d'appui d'artillerie. Même aujourd'hui, les armées modernes et les groupes irréguliers continuent d'utiliser ces principes dans des conflits asymétriques. Dans des zones comme l'Ukraine, l'Irak ou Gaza, l'utilisation de lanceurs anti-chars portables reste commune, et beaucoup de ces designs remontent directement à l'expérience et au concept original du Panzerfaust. Le legs technologique du Panzerfaust va au-delà de l'arme elle-même. Il représenta une manière de démocratiser la capacité destructive sur le champ de bataille. Il n'était plus nécessaire d'avoir une pièce d'artillerie lourde, ni une formation militaire avancée pour arrêter un char de combat. La technologie derrière les charges creuses, qui canalisent l'énergie explosive en un jet de métal fondu capable de perforer le blindage, fut raffinée et adaptée dans des générations postérieures de munitions. Actuellement, ce principe est aussi utilisé dans les têtes explosives de missiles anti-chars plus sophistiqués, ainsi que dans certaines charges utilisées par des sapeurs pour ouvrir des brèches dans des structures fortifiées. Le Panzerfaust fut une réponse désespérée face à une défaite inévitable, mais il marqua aussi le début d'une nouvelle étape dans la guerre terrestre. Son design transforma pour toujours la manière dont l'infanterie affrontait les véhicules blindés. Aujourd'hui, son influence se remarque dans chaque RPG utilisé dans les conflits actuels. Une idée surgie entre ruines et désespoir a fini par modeler l'armement moderne, démontrant que même les inventions les plus obscures du passé sont toujours présentes dans le développement militaire contemporain. M163 Comet, l'expérience nazie qui ouvrit la voie aux chasseurs actuels. Durant les années les plus intenses du conflit, les ingénieurs allemands présentèrent un modèle révolutionnaire dans l'histoire de l'aviation militaire, le Messerschmitt. Me-163 Comet. Ce fut le premier avion propulsé par fusée utilisé au combat et l'un des projets les plus ambitieux au sein du programme d'armement expérimental nazi. Son vol inaugural se produisit le 1er septembre de 1941, bien qu'il n'entra officiellement en service qu'en 1944. Conçu par l'ingénieur bavarois Alexander Lippisch, le Me-163 fut une tentative directe de briser la barrière technologique face à la domination aérienne alliée, en développant un aéronef capable de dépasser des vitesses impensables jusqu'à ce moment. Le Comet fut construit avec une structure très compacte et sans train d'atterrissage conventionnel. La propulsion était fournie par un moteur fusée H-ABEK 109-509A2, alimenté par deux combustibles extrêmement dangereux, le T-Stoff et le C-Stoff. Cette combinaison était hautement corrosive et explosive, ce qui transforma l'avion en un risque tant pour ses ennemis que pour ses propres pilotes. La vitesse maximale officielle atteinte fut de 624 000 par heure, un record en son temps. Cette marque fut réalisée par le pilote d'essai Heini Dittmar en octobre de 1941, dépassant pour la première fois les 600 000 par heure en vol horizontal. Par la suite, de manière non officielle, il aurait même atteint 700 000 par heure en juillet de 1944. L'avion comptait un seul membre d'équipage et une configuration d'armement centrée sur deux canons Rheinmetall Borsig Mk-108 de 30 mm. Sa mission principale n'était pas d'affronter des chasseurs ennemis dans des combats aériens traditionnels, mais d'intercepter des bombardiers alliés de grande altitude comme les B-17 Flying Fortress, les B-24 Liberator ou les Lancaster britanniques. En tout, on lui attribue 16 victoires confirmées, incluant des avions extrêmement rapides comme le Mosquito, qui jusqu'alors pouvaient à peine être atteints par d'autres modèles de la Luftwaffe. Le Me-163 opérait d'une manière différente de tout autre chasseur. Il était remorqué par une sorte de chariot à roues qui se détachait au décollage. L'atterrissage se faisait directement sur le fuselage, ce qui exigeait une manœuvre précise et risquée. Cette limitation structurelle, ajoutée à son autonomie d'à peine 7 minutes de vol propulsé, conditionnait énormément sa capacité tactique. Une fois le carburant épuisé, le pilote devait planifier son retour à terre sans marge d'erreur. Ces conditions firent que l'avion, malgré sa puissance et sa vitesse, fut aussi très vulnérable, spécialement durant l'atterrissage. En plus des dangers opérationnels, le carburant lui-même était responsable de nombreuses pertes parmi les pilotes. Le mélange était si agressif qu'il pouvait causer la mort instantanée s'il entrait en contact avec la peau ou si une fuite se produisait dans le système.
On calcule qu'au moins 9 pilotes sont morts dans des accidents liés au Me-163, incluant le sergent Siegfried Schubert, qui est tombé le même jour qu'il a réussi ses 2 dernières victoires aériennes. Lippisch lui-même déclara que si quelqu'un introduisait un doigt dans le liquide, il ne restait plus que l'os. Au combat, l'effectivité du Me-163 fut limitée. Bien que ses performances fussent impressionnantes sur le papier, dans la pratique, sa faible autonomie, son danger interne et son manque de polyvalence le transformèrent en un pari risqué. Des approximativement 360 appareils construits, seulement quelques-uns entrèrent réellement en combat. Le reste resta comme prototype ou fut stocké. 9 unités furent abattues par des chasseurs ennemis, la plupart des P-51 Mustang, et au moins une fut abattue par un P-47 Thunderbolt. Malgré ses limitations, le Comet fut une avancée notable dans l'histoire de l'aviation, étant le seul avion fusée employé comme chasseur-intercepteur. Actuellement, aucune unité du Me-163 n'est encore opérationnelle. 10 exemplaires sont conservés dans des musées de l'aviation en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Tous sont en exposition statique en raison de la complexité de leur restauration et du risque potentiel que représenterait le fait de les remettre en condition de vol. L'un des modèles les plus connus est le numéro de série 191 301 qui se trouve au Musée national de l'air et de l'espace du Smithsonian, dans le centre Udvar-Hazy de Chantilly, Virginie. Malgré le fait d'avoir été un projet manqué en termes opérationnels, le Me-163 laissa une trace technique significative. Sa propulsion par fusée, son aérodynamisme sans précédent et sa capacité d'ascension verticale inspirèrent des recherches postérieures dans le domaine des vols expérimentaux. En particulier, il servit de base conceptuelle pour des modèles comme le Bell X-1 et le X-15 aux États-Unis, utilisés par la NASA pour étudier des vols supersoniques et suborbitaux. Son fuselage aérodynamique et son design compact devinrent des références pour des essais en soufflerie et pour optimiser le rendement de prototypes spatiaux. Aujourd'hui, les technologies dérivées du Me-163 sont appliquées dans des essais de propulsion avancés, incluant des systèmes de décollage assisté et des plateformes expérimentales pour des vols courts à grande altitude. Bien que le Comet n'ait pas rempli sa fonction comme arme décisive dans la guerre, il a contribué à ouvrir la voie vers le développement de véhicules à propulsion hybride et de fusées pilotées. Son histoire demeure comme un exemple extrême de comment la pression guerrière peut accélérer l'innovation technologique, même si ses applications pratiques n'arrivent pas à se consolider sur le champ de bataille. Fanta en 1940, l'alternative nazie qui est aujourd'hui un succès mondial. Sans accès aux ingrédients habituels, l'usine allemande de Coca-Cola se retrouva sans option pour maintenir la recette originale. Au lieu de freiner la production, Max Keith chercha des substituts locaux et lança une boisson différente, conçue pour un marché où tout était rare. Le résultat fut un mélange fait avec du petit lait, des restes de pommes et d'autres sous-produits de fruits excédentaires. Rien de comparable au soda sucré que les gens connaissent aujourd'hui. Cette boisson, qui reçut le nom de Fanta à la suite d'une suggestion basée sur le mot allemand « Fantasie », qui signifie « imagination », devint une alternative locale au Coca-Cola qui ne pouvait pas être importée. Bien que née par nécessité, elle finit par être populaire auprès des consommateurs qui faisaient face à une pénurie d'aliments et de boissons durant la guerre. En 1943, environ 3 millions de caisses furent vendues à l'intérieur du pays. Keith, à la tête de Coca-Cola GmbH, organisa un concours parmi les employés pour nommer le nouveau produit. Un vendeur appelé Joe Knipp proposa le mot « Fanta » et l'équipe l'adopta immédiatement. Le produit évita non seulement que les usines ne ferment, mais permit de conserver des postes de travail et de maintenir active la distribution en Allemagne dans un des moments les plus difficiles du conflit. Le goût original n'avait aucun rapport avec celui du Fanta à l'orange actuel. Les ingrédients disponibles changeaient selon les conditions du marché intérieur, et chaque lot pouvait avoir un goût distinct. Bien que l'on tentât de maintenir un certain standard, les consommateurs ne savaient pas avec certitude quel goût aurait la bouteille suivante. Parfois, le goût de pomme prédominait, d'autres fois, il était plus acide, dépendant du mélange utilisé. La boisson était aussi utilisée comme ingrédient dans les repas. Étant donné que le sucre se faisait rare, beaucoup de gens l'ajoutaient aux soupes et ragoûts pour apporter de la douceur. L'intention était de profiter de toute source de saveur
et Fanta devint une solution pratique dans un contexte où les ressources étaient limitées. Au même moment, le gouvernement nazi voyait d'un bon œil ce type de produit parce qu'il coïncidait avec sa politique d'autosuffisance et de substitution des importations. Tout ce qui montrait que l'Allemagne pouvait produire en interne avait un soutien officiel. Outre l'Allemagne, d'autres usines de Coca-Cola en Europe utilisèrent également la marque. Aux Pays-Bas, par exemple, une version différente fut fabriquée à base de baies de sureau. Cette variante surgit pour la même raison. Le manque d'accès au sirop original et la nécessité de continuer à fabriquer quelque chose qui pût être vendu localement. Quand la guerre se termina, le siège central de Coca-Cola récupéra le contrôle de ses installations en Europe, y compris les allemandes. Keith remit tous les documents qu'il avait conservés durant le conflit et démontra ainsi que son intention avait été de protéger la marque et d'éviter qu'elle ne passe aux mains de l'État. Grâce à cette gestion, l'entreprise avait encore des usines opérationnelles, des routes de distribution actives et une certaine reconnaissance parmi les consommateurs, ce qui facilita la réactivation postérieure. La production de Fanta s'arrêta en 1949, mais l'idée ne disparut pas. En 1955, une usine d'embouteillage à Naples, en Italie, lança une nouvelle version au goût d'orange, utilisant des fruits de la région. Cette boisson, de couleur brillante et de saveur citrique, fut la base de ce qui est aujourd'hui connu comme le Fanta Orange. Son succès en Italie conduisit Coca-Cola à étendre la distribution à d'autres pays européens et plus tard à d'autres régions. En 1960, l'entreprise acquit formellement la marque Fanta avec tous ses droits. Cette décision fut stratégique, car en plus de profiter de la reconnaissance qu'elle avait gagnée, elle permettait d'offrir un produit distinct du principal à un moment où Pepsi commençait à croître. Avec Fanta, Coca-Cola pouvait diversifier son offre et continuer à rivaliser sur le même marché. Le lancement du Fanta Orange marqua aussi un changement de direction. Ce n'était plus une boisson improvisée avec ce qu'il y avait, mais un produit élaboré avec des ingrédients sélectionnés pour attirer les consommateurs. À partir de là, de nouvelles versions adaptées à chaque pays surgirent. Au Japon, par exemple, des saveurs comme melon ou yaourt furent vendues. Au Brésil apparut le Fanta au guarana. Au Mexique, le Fanta Colita au goût de chewing-gum devint l'une des plus populaires. En Afrique, certaines saveurs comme ananas ou cassis représentèrent jusqu'à 70% des ventes dans certains pays. En Inde, en plus du classique à l'orange, des versions comme mangue verte furent ajoutées, pensées pour le goût local. En Chine, les variétés de pommes vertes et de pastèques crurent de plus de 30% entre 2015 et 2018. Au niveau commercial, Fanta se positionna comme une boisson amusante, avec des campagnes dirigées vers les jeunes. L'une des plus connues fut celle des Fantana, dans les années 2000, avec des modèles représentant chaque saveur. Des annonces avec des personnages animés et des bouteilles en forme de spirale furent également publiées pour attirer l'attention sur les étagères. En 2015, Fanta inclut des stratégies numériques, avec une application mobile qui combinait jeux et promotions. L'objectif était de connecter avec les adolescents à travers les plateformes qu'ils utilisaient déjà. La même année, des saveurs spéciales pour des célébrations comme Halloween furent introduites, avec des couleurs sombres et des designs thématiques pour attirer plus d'intérêt. Toutes les campagnes ne fonctionnèrent pas sans problème. En Allemagne, une annonce qui faisait référence au « vieux temps » quand Fanta fut créé, fut retirée pour avoir omis le contexte du régime nazi. Au Royaume-Uni, une autre annonce avec des phrases liées à la mort reçut des plaintes du public. Dans d'autres campagnes, l'utilisation de modèles avec des corps idéalisés ou la tentative d'utiliser un langage juvénile sans naturel furent remises en question. Malgré cela, la marque resta forte. Aujourd'hui, Fanta est vendue dans plus de 190 pays et compte plus de 100 saveurs distinctes. La version à l'orange reste la plus populaire, avec près de 70% des ventes globales. C'est aussi la deuxième marque la plus importante au sein du portefeuille de Coca-Cola, juste derrière le produit principal. Avec une présence continue dans les magasins, les supermarchés, les restaurants et les distributeurs automatiques, Fanta s'est consolidée comme une boisson reconnue, spécialement parmi les adolescents et les jeunes. Sa bouteille avec un design courbe, introduite en 2017, fut créée pour rappeler la forme avec laquelle on presse un fruit et aida le produit à se démarquer sur les points de vente. La fusée qui ouvrit l'ère des missiles et des voyages spatiaux, l'héritage du V2 nazi.
En pleine course à l'armement entre puissances européennes, les ingénieurs allemands développaient une arme qui ne ressemblait à rien d'antérieur, le V2, le premier missile balistique de longue portée. Son design visait à couvrir de grandes distances et à attaquer sans préavis. Le projet commença en 1936, dans une base côtière de recherche située à Peenemünde, au nord du pays. La direction technique revenait à un jeune ingénieur nommé Werner von Braun, qui avec des centaines de spécialistes commença à construire l'arme la plus avancée de son époque. À la différence des bombes lancées par des avions, le V2 décollait par lui-même avec un moteur propulsé par de l'alcool et de l'oxygène liquide, dépassait les 80 km d'altitude et descendait à vitesse supersonique, le rendant impossible à intercepter une fois en l'air. Les premiers lancements d'essais eurent lieu en 1942. L'un d'eux fut particulièrement réussi et est considéré comme le premier vol d'un objet créé par des humains qui sortit de l'atmosphère terrestre. Bien qu'il eût encore des erreurs de précision, le commandement nazi décida d'avancer avec sa production. La fabrication fut transférée à des usines souterraines comme celle de Mittelwerk, où des milliers de prisonniers du camp de concentration de Dora-Mittelbau furent obligés d'assembler les pièces dans des conditions brutales. Beaucoup moururent par épuisement, mauvais traitement ou manque de nourriture. Malgré le coût humain, le programme continua. En septembre de 1944, les premières fusées V2 furent lancées contre Londres. L'explosion de l'une d'elles à Chiswick marqua le début d'une nouvelle étape dans la guerre. En tout, plus de 1300 missiles furent tirés vers la capitale britannique, causant la mort de milliers de civils. Ils furent aussi lancés sur des villes de Belgique et de France. Bien que son effet militaire fût limité en comparaison avec les bombardements traditionnels, l'impact psychologique fut énorme. La population ne pouvait ni voir ni entendre les fusées avant qu'elles n'explosent, ce qui générait une sensation d'impuissance et de peur. Les autorités alliées n'avaient aucun moyen de les intercepter, ainsi le seul objectif possible était de trouver et de détruire les bases de lancement. À la fin de la guerre, avec l'Allemagne vaincue, les Alliés rivalisèrent pour s'emparer de la technologie allemande. Les Soviétiques réussirent à capturer plusieurs installations à l'Est, mais ce furent les Américains qui emportèrent la plus grande partie de l'équipement et du personnel technique. Sous le nom de code de Opération Paperclip, des centaines de scientifiques furent transférés en secret aux États-Unis. Parmi eux se trouvait Werner von Braun, qui peu après commença à travailler pour l'armée états-unienne. Sa connaissance sur les fusées V2 fut utilisée pour développer de nouveaux missiles, et plus tard, pour lancer les programmes Spacia. Dans les premières années de la guerre froide, les ingénieurs nord-américains utilisèrent de vraies parties du Chien 2 dans leurs essais. L'une des premières expériences fut lancée depuis le Nouveau-Mexique en 1946 et atteignit une altitude record pour l'époque. Dans certains cas, des caméras furent même placées à bord pour prendre les premières images de la Terre depuis l'espace. Ceci marqua le début d'une course qui passerait des fins militaires à l'objectif d'atteindre d'autres planètes. Au même moment, dans l'Union soviétique, les ingénieurs commencèrent aussi à créer leurs propres fusées en prenant comme référence le design allemand. Bien que les versions furent adaptées et améliorées, beaucoup des principes de base provenaient de la même origine. Avec le temps, les connaissances développées pour le V2 servirent de base pour des missiles plus complexes, comme ceux de longue portée qui porteraient des têtes nucléaires. Dans le cas des États-Unis, le Redstone, l'une des premières fusées opérationnelles, fut dérivé directement du V2 et fut employé pour lancer les premiers satellites et les premiers astronautes. Von Braun lui-même devint une figure centrale du programme spatial de la NASA, dirigeant le développement de la fusée Saturn V qui permettrait d'emmener l'homme sur la Lune en 1969. Ce qui commença comme une arme de guerre finit par être une partie essentielle de la conquête de l'espace. Malgré le temps écoulé, l'héritage du V2 est toujours présent dans la technologie moderne. Les bases mathématiques et physiques pour la navigation par fusée, les moteurs à combustion liquide et la structure générale des missiles restent similaires à celles imaginées par les ingénieurs nazis. Bien que les versions actuelles soient plus sûres et précises, beaucoup des idées centrales sont toujours valables. Les trajectoires balistiques, la propulsion et les systèmes de guidage évoluèrent à partir des premières expériences de Peenemünde. Il existe aussi une dimension éthique qui n'a pas disparu. L'utilisation du travail forcé et la connexion directe de la science avec des crimes de guerre ont fait l'objet de débats durant des décennies.
Certains des scientifiques impliqués dans le programme furent jugés à Nuremberg, mais d'autres furent intégrés à des projets étatiques sans faire face à des conséquences. L'histoire du V2 non seulement laissa une trace dans la technologie, mais elle montra aussi comment les avancées scientifiques peuvent surgir dans des contextes de violence extrême. Aujourd'hui, plusieurs musées conservent des exemplaires de ces fusées, comme rappel de leur impact et de leur origine. Le V2 ne fut pas une simple expérimentation, il fut un point de rupture dans l'histoire de la guerre et de la science. Ce qui le rendit différent ne fut pas seulement sa capacité destructive, mais son influence sur tout ce qui vint après. Des missiles intercontinentaux aux vaisseaux qui explorent d'autres planètes, le chemin commença avec cette fusée lancée pour la première fois depuis une plateforme sur la côte allemande. Son design, son utilisation et son héritage sont toujours vivants dans chaque lancement moderne, bien que ses origines remontent à une époque d'obscurité. Pervitin, la pilule du soldat qui changea la guerre et le monde. Une petite pilule blanche commença à circuler parmi les soldats allemands avec une promesse claire. Les maintenir éveillés pendant des jours, effacer la fatigue et les faire avancer sans s'arrêter. Elle s'appelait Pervitin, et bien que son apparence fût inoffensive, elle cachait un pouvoir chimique qui altérerait la façon de combattre. Son ingrédient principal était la méthamphétamine, une substance qui affectait directement le système nerveux, élevant la concentration, supprimant la fatigue et éliminant le besoin de dormir. Dans les premières années du conflit, elle fut distribuée en grande quantité parmi les membres de la Wehrmacht, surtout lors de campagnes comme l'invasion de la Pologne et l'attaque éclair contre la France, lorsque l'objectif était de maintenir les troupes en marche sans repos. Sa distribution n'était pas secrète ni limitée à l'armée, elle était vendue en pharmacie avec de la publicité dirigée aussi vers les étudiants ou les femmes au foyer, et l'emballage suggérait qu'une dose suffisait pour affronter la journée avec énergie. Mais aux mains de l'armée, elle fonctionnait comme une arme invisible. Elle permettait aux soldats de marcher sans s'arrêter, de résister à des journées de plus de 40 heures, de se battre sans hésiter et d'agir sans frein même dans des situations extrêmes. Durant la campagne occidentale, de nombreux cas d'unités entières qui avancèrent sans dormir durant 3 jours consécutifs furent documentés, poussés uniquement par les doses régulières de cette substance. L'écrivain Heinrich Böll, qui servit comme soldat, écrivit dans ses lettres personnelles qu'avec quelques tablettes de Pervitin, il était possible de traverser des journées interminables et demandait à sa famille qu'elle lui en envoie davantage. Mais à côté de cet avantage apparent, surgirent des effets secondaires graves. Hallucinations, paranoïa, réactions agressives, dépendance physique et mentale. Certains soldats commencèrent à montrer des comportements erratiques, d'autres s'effondraient après de longues expositions, et des suicides furent même enregistrés. Au fur et à mesure que les médecins militaires commencèrent à noter les effets indésirables, le commandement de la santé de l'armée recommanda de restreindre son usage, exigeant une ordonnance médicale pour l'acquérir, bien que la pratique de distribution parmi les troupes continua de manière informelle. Après la guerre, l'usage du Pervitin ne disparut pas complètement. En Allemagne, sa production continua pendant des années et seulement en 1988, il fut retiré officiellement du marché pharmaceutique. Cependant, sa formule avait déjà transcendé l'environnement militaire. Les troupes d'autres pays explorèrent également l'usage de stimulants similaires, comme les soldats états-uniens pendant la guerre du Vietnam. Mais ce fut en dehors du domaine médical et guerrier que cette substance évolua vers quelque chose de beaucoup plus dangereux. Dans des laboratoires clandestins, sa structure fut répliquée et transformée en ce qui est aujourd'hui connu comme le cristal meth, une drogue hautement addictive avec des effets dévastateurs sur l'esprit et le corps. L'héritage du Pervitin peut être directement retracé jusqu'à ses versions modernes. Bien que les contextes aient changé, les effets centraux restent les mêmes. Énergie artificielle, perte de sommeil, euphorie intense, suivie d'un effondrement physique et psychologique. Aujourd'hui, certaines variantes dérivées de la méthamphétamine sont encore utilisées en médecine sous des régulations strictes, spécialement dans des traitements pour des troubles comme le déficit de l'attention ou la narcolepsie, mais la majorité de son usage est liée à la production et à la consommation illégale. Les conséquences sont visibles dans des régions où le cristal meth a provoqué des crises sanitaires, une augmentation du crime et une détérioration sociale.
Dans de nombreux cas, les consommateurs restent éveillés pendant des jours, développent des conduites paranoïaques, perdent du poids de manière accélérée et souffrent de dommages irréversibles dans leur santé mentale. La drogue qui autrefois poussa les troupes nazies à traverser des frontières sans dormir, pousse aujourd'hui des milliers de personnes à des situations d'abandon et de désespoir. C'est un héritage qui commença avec une tablette empaquetée pour les soldats du Troisième Reich, conçue pour gagner des guerres sans repos, et qui finit convertie en l'une des drogues synthétiques les plus destructrices du monde moderne. Bien que les uniformes et les champs de bataille aient changé, la substance derrière l'impulsion est toujours vivante, dans des laboratoires illégaux, dans des cliniques, dans des rues de multiples pays. L'histoire du Pervitin ne fut pas enterrée en 1945, elle changea simplement de forme et de scénario. Moteur pour la Luftwaffe, auto pour le monde, la transformation totale de BMW. BMW devint une pièce fondamentale de l'appareil militaire nazi. Ces usines se concentrèrent sur la production de moteurs pour des avions comme le BMW 801 et le BMW 003, tous deux employés par la Luftwaffe, ainsi que des motocyclettes comme la R75, qui fut conçue spécialement pour opérer dans des conditions difficiles grâce à son sidecar avec traction. Au fur et à mesure qu'avançait la guerre, l'entreprise fut de plus en plus intégrée au système économique du Troisième Reich, adaptant toute sa production aux besoins guerriers du régime. La demande croissante d'équipements militaires amena BMW à dépendre de l'usage systématique de main-d'œuvre forcée, incluant des travailleurs étrangers déportés et des prisonniers de camps de concentration comme Dachau. Ces ouvriers étaient soumis à des conditions extrêmes, des journées épuisantes, une mauvaise alimentation et des abus constants au sein des propres installations industrielles. Le livre commandé par l'entreprise elle-même des années après documenta comment son intégration à l'économie de guerre ne fut pas passive, mais active, cherchant des contrats d'État et élargissant son infrastructure pour mieux servir les objectifs du régime. Les usines de BMW furent considérées comme des installations stratégiques, et elles devinrent donc également la cible d'attaques aériennes, étant sévèrement endommagées vers la fin du conflit. Avec la défaite de l'Allemagne en 1945, la compagnie fut complètement dévastée, ses installations occupées ou détruites, sa réputation coulée et sa capacité de production motorisée interdite par les puissances alliées. Durant les premières années d'après-guerre, BMW fut obligé de survivre en fabriquant des ustensiles domestiques comme des casseroles, des bicyclettes et d'autres produits mineurs qui n'étaient pas liés à l'industrie automobile. Ce ne fut qu'en 1948 qu'elle réussit à obtenir l'autorisation de reprendre la production de motocyclettes, avec des modèles simples qui commençaient à peine à générer des revenus. En 1952 fut lancée la première automobile après la guerre, la BMW 501, une berline de luxe qui marqua le retour de l'entreprise au secteur automobile. Cependant, ces modèles étaient coûteux et leur rendement en vente fut limité. Durant cette décennie, BMW traversa une crise profonde qui culmina en 1959 lorsqu'elle fut sur le point d'être absorbée par son rival Daimler-Benz. La situation changea abruptement grâce à l'intervention de la famille Quandt, qui acquit une participation décisive dans l'entreprise et injecta du capital pour la sauver. Ce groupe familial, dont la fortune s'était également consolidée durant l'ère nazie, devint le principal actionnaire et établit les bases pour la renaissance entrepreneuriale de BMW. À partir de ce moment, commença une étape de transformation totale. Dans les années 60 fut introduite la ligne connue comme E-Class, une série de véhicules compacts et sportifs qui combinaient un design élégant, une bonne ingénierie et des prix compétitifs. Ces modèles marquèrent le début de la nouvelle identité de la marque, beaucoup plus centrée sur la performance et l'esthétique que sur le volume de production. La réputation grandit rapidement, et dans la décennie de 1970 furent lancées les séries 3, 5, 6 et 7, qui constituent encore aujourd'hui la colonne vertébrale du catalogue de BMW. En parallèle, la marque créa également une division dédiée exclusivement aux autos sportives de haute performance, connue comme BMW M. Son premier véhicule fut la M1, une super sportive lancée en 1978 qui aida à consolider l'image de BMW comme fabricant de machines puissantes et sophistiquées. Au long des décennies suivantes, BMW se transforma en un conglomérat industriel avec une présence globale.
Elle acquit des marques comme Mini et Rolls-Royce, élargit sa production à des pays comme la Chine, le Brésil, le Mexique, l'Afrique du Sud, les États-Unis et l'Inde, et diversifia son offre incluant des autos compactes jusqu'aux SUV de luxe et aux sportives électriques. En 2013, elle entra officiellement dans l'ère de la mobilité électrique avec le lancement de la BMW i3, un modèle urbain complètement électrique, suivi de l'hybride sportive i8, qui combinait technologie futuriste avec un design innovateur. Ces initiatives positionnèrent BMW comme une marque pionnière en électrification et en durabilité au sein du marché premium. Actuellement, BMW produit plus de 2,5 millions de véhicules par an et enregistre des revenus qui dépassent les 150 milliards d'euros. Ces lignes de production incluent non seulement des autos à combustion et électrique, mais aussi des technologies avancées d'automatisation, de connectivité et de conduite autonome. Son catalogue incorpore des modèles emblématiques qui continuent de se renouveler, en plus d'innovations en intelligence artificielle appliquées à l'expérience de conduite. Aujourd'hui, BMW figure parmi les marques automobiles les plus influentes du monde. Elle parraine des événements sportifs de haut niveau, participe à des initiatives culturelles globales et maintient une identité visuelle reconnaissable sur tous les marchés. Sa présence va au-delà du commercial et s'étend au domaine symbolique, comme icône de luxe moderne, d'efficacité technique et de design allemand. Malgré ses origines liées à la machinerie de guerre nazie, elle a réussi à se positionner dans les dernières décennies comme une référence industrielle qui combine tradition, innovation et adaptabilité. L'évolution de BMW, depuis ses débuts dans la fabrication de moteurs d'aviation jusqu'à sa place actuelle au sommet du marché automobile global, montre comment une entreprise peut se transformer complètement au fil du temps sans perdre son noyau technologique ni sa capacité de réinvention. MP40, le pistolet mitrailleur qui a changé le combat urbain et a laissé un héritage dans les armes modernes. En pleine guerre, le MP40 devint le pistolet mitrailleur le plus courant parmi les militaires allemands. Sa structure fut conçue pour être fonctionnelle, légère et facile à fabriquer. À la différence de beaucoup d'armes contemporaines, ce modèle était construit surtout avec des pièces embouties et des matériaux plastiques durables, ce qui facilitait sa production en grande quantité, exactement ce dont l'effort de guerre du régime avait besoin. Il était livré surtout aux chefs d'escouade, aux soldats aéroportés et aux opérateurs de chars, bien qu'avec l'avancée du conflit, il commença à être distribué plus largement parmi les unités de combat directes. L'histoire du MP40 commence avec son prédécesseur, le MP38, qui à son tour se basait sur des prototypes comme le MP36. Il fut développé en 1938 par Heinrich Vollmer à partir d'une sollicitation de l'armée allemande qui cherchait une nouvelle arme compacte et automatique pour les combats à courte distance. Le MP40 améliora le design antérieur en simplifiant la production. Il abandonna les composants usinés en faveur de l'acier embouti et réduisit l'usage du bois au minimum. On introduisit aussi une crosse métallique pliable, une innovation qui permettait de réduire la taille de l'arme quand elle n'était pas utilisée, facilitant son transport sans sacrifier la précision au tir. En tout, plus d'1 million d'unités furent produites entre 1940 et 1945. Le pistolet mitrailleur utilisait des cartouches de 9 mm Parabellum et des chargeurs de 32 balles. Bien qu'il fût totalement automatique, son faible rythme de tir permettait de contrôler facilement les coups. Cependant, son chargeur à alimentation simple était sujet à des défaillances s'il était contaminé par la terre ou s'il était utilisé comme poignée, ce qui était expressément interdit durant l'entraînement. L'arme incluait une barre d'appui sous le canon pour la stabiliser au tir depuis des véhicules. À mesure que la guerre avançait et que le combat urbain devenait plus fréquent, spécialement après la rencontre avec l'armée rouge dans des batailles comme Stalingrad, les limitations des fusils conventionnels allemands devinrent évidentes face aux mitraillettes soviétiques comme le PPSH-41. Cela fit que le MP40 gagna encore plus en importance, étant distribué massivement aux unités d'assaut. Sa facilité d'utilisation, sa portabilité et sa fiabilité à courte distance en firent une arme clé pour le combat moderne. Après le conflit, des milliers de MP40 furent capturés ou redistribués par les Alliés et se retrouvèrent aux mains d'armées et de groupes paramilitaires du monde entier. En Norvège, par exemple, il fut utilisé officiellement jusqu'à bien après les années 90.
Son influence fut claire sur des modèles postérieurs comme le Star Z45 en Espagne, le Zastava M56 yougoslave et le Vigneron belge, qui partageaient même le même chargeur. Il inspira aussi des armes plus connues, comme le PPS-43 soviétique, l'AK-47 avec sa version à crosse pliable, l'Uzi israélien et le Sterling britannique. La combinaison de fonctionnalités, de design simple et d'efficacité de production fit du MP41 modèle à suivre. Son héritage perdure jusqu'à aujourd'hui dans les pistolets mitrailleurs modernes, non seulement comme référence historique, mais comme exemple de la manière dont une arme peut définir le type de combat qui est mené. Son impact sur l'ingénierie militaire et sur l'évolution de l'armement léger est indéniable, le consolidant comme l'un des pistolets mitrailleurs les plus influents du siècle XX. Volkswagen, du char du Troisième Reich à l'icône mondiale de la mobilité populaire. Dans l'Allemagne nazie des années 30, le régime a encouragé la création d'une automobile abordable pour le travailleur moyen. L'idée fut intégrée au programme Kraft durch Freude, Force par la joie, une initiative de propagande qui cherchait à projeter le bien-être au sein de la société. À partir de ce concept, l'ingénieur Ferdinand Porsche fut chargé de concevoir une voiture fonctionnelle, économique et adaptable aux besoins du peuple allemand. Le résultat fut un véhicule compact, aux lignes arrondies, avec un moteur arrière refroidi par air et un entretien simple qui fut nommé KDF Wagen. Une usine industrielle fut construite spécifiquement pour sa fabrication dans une nouvelle ville créée dans ce but. Cette localité, connue par la suite sous le nom de Wolfsburg, deviendrait le siège de Volkswagen. Plus de 300 000 citoyens s'inscrivirent à un programme d'épargne pour acquérir la voiture, mais la production en masse ne se concrétisa jamais avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Avec l'éclatement du conflit, l'usine fut reconvertie pour produire des véhicules militaires dérivés du design original, comme le Kübelwagen, destiné au transport de troupes, et le Schwimmwagen, une version amphibie adaptée aux zones marécageuses ou fluviales. Les deux modèles, bien que simples en apparence et de faible puissance, se sont révélés fiables et utiles sur le front. La conception légère, la traction efficace et la facilité de réparation dans des conditions extrêmes leur ont conféré un avantage logistique. Ces véhicules furent largement utilisés dans des campagnes en Pologne, en France, en Afrique du Nord et sur le front de l'Est. De plus, des versions spéciales furent produites, comme le Commanderswagen, une variante améliorée avec traction intégrale et des modifications pour l'usage des officiers. Durant le conflit, plus de 50 000 Kübelwagen et plus de 15 000 Schwimmwagen sortirent des lignes de montage. L'expansion de la production entraîna l'usage systématique de main-d'œuvre forcée. Dans les installations travaillaient des civils déportés d'Europe de l'Est, des prisonniers soviétiques et des juifs extraits de camps de concentration. Les conditions étaient extrêmement dures, avec des journées épuisantes, un manque de nourriture et des abus constants. Pour les femmes enceintes ou qui accouchaient à l'intérieur du complexe, il existait des installations supposément dédiées aux soins infantiles, qui fonctionnaient en réalité comme des espaces de négligence, où la majorité des nouveau-nés ne survivaient pas. Avec la fin de la guerre, les installations furent gravement endommagées, mais restèrent fonctionnelles dans leur structure technique. Wolfsburg se retrouva dans la zone d'occupation britannique. Au lieu de démanteler l'usine, l'armée britannique, sous la direction de l'ingénieur Ivan Hirst, décida de relancer la production. Le modèle original fut modifié minimalement et rebaptisé Volkswagen, la voiture du peuple. Bien qu'il fût initialement produit pour couvrir les besoins logistiques des forces alliées, il devint rapidement un outil clé pour la population allemande en cours de reconstruction. La production fut limitée au début, en raison de la pénurie d'acier, d'énergie et de pièces. Cependant, avec le soutien des Britanniques, l'usine parvint à stabiliser son fonctionnement. Des chaînes d'approvisionnement furent rétablies, des mécaniciens furent formés et un réseau de services fut établi. En 1947, on commença à exporter le véhicule vers des pays européens, et en quelques années, la Volkswagen gagna du terrain sur des marchés comme les Pays-Bas, la Belgique et la Suisse. Dans les années suivantes, la coccinelle, comme elle serait connue pour sa forme distinctive, se consolida comme l'une des automobiles les plus populaires du siècle XX. Sa simplicité technique, son faible coût et sa résistance mécanique l'ont rendue attrayante pour des millions d'utilisateurs dans le monde entier. En Amérique latine, notamment au Mexique, elle devint un symbole de la vie urbaine.
Aux États-Unis, elle fut adoptée par les jeunes à la recherche d'alternatives aux modèles automobiles conventionnels. En Allemagne, elle représenta la résilience d'une industrie qui sut se réinventer après l'effondrement du Troisième Reich. Bien que son origine soit profondément liée à l'appareil de propagande et militaire nazi, la coccinelle parvint à se désolidariser de cette charge historique grâce à son usage civil massif. Sa transformation de véhicule idéologique en outil de mobilité mondiale témoigne de la manière dont un objet peut être entièrement resignifié à travers le temps, la nécessité et l'acceptation populaire. Volkswagen, en tant que marque, évolua en parallèle, passant d'une usine au service d'un régime autoritaire à l'un des principaux fabricants d'automobiles du monde. Adidas et Puma, la rivalité née pendant la Seconde Guerre mondiale qui continue de dominer le sport. Dans le petit village bavarois de Herzogenaurach, deux frères trouvèrent dans la chaussure de sport une façon de se réinventer. Adolf Dassler, connu comme Adi, commença par fabriquer des chaussures dans la cuisine de sa mère, utilisant des restes de cuir et des uniformes récupérés des champs de bataille pour élaborer des chaussures légères destinées aux coureurs. Son frère aîné, Rudolf, qui avait travaillé comme policier, le rejoignit en 1924 et ensemble, ils fondèrent la Gebr. Dassler Schuhfabrik. Le talent d'Adi pour innover dans le design et l'habileté de Rudi pour les ventes transformèrent cette petite initiative en une affaire en expansion. Leurs premiers modèles de baskets à clous améliorés attirèrent l'attention des entraîneurs et athlètes allemands, jusqu'à atteindre une production de centaines de milliers de paires annuelles dans la décennie de 1930. Le grand saut arriva en 1936, durant les Jeux olympiques de Berlin. Adi Dassler voyagea avec une valise de chaussures et convainquit le sprinteur américain Jesse Owens d'utiliser une paire de ses baskets. Owens gagna 4 médailles d'or, défiant l'idéologie raciale du régime nazi. Bien que l'impact fût énorme, les Dassler étaient liés au système politique allemand. En 1933, les deux s'étaient affiliés au Parti national-socialiste et leur usine finit par être intégrée à l'économie de guerre. Quand la Seconde Guerre mondiale commença, l'entreprise se transforma en fournisseur militaire. Au début, ils continuèrent à produire des chaussures, mais vers 1943, l'usine fut obligée de fabriquer des armes antichars portables, connues comme Panzerfaust. Plusieurs travailleurs forcés, y compris des prisonniers étrangers, furent affectés à l'usine, qui devint la seule de chaussures de sport active en Allemagne, au service de la Wehrmacht. Les tensions entre les frères grandirent. Ils vivaient avec leur famille sous le même toit et les discussions étaient constantes. L'épisode décisif eut lieu en 1943 durant un bombardement allié, quand Adi murmura « Voilà encore ces cochons ». Bien qu'il se référât aux avions ennemis, Rudi le comprit comme une insulte envers sa famille. À partir de ce moment, la méfiance fut irréversible. Dans les dernières années de la guerre, Adi fut recruté comme opérateur radio, mais fut renvoyé à l'usine car il y était considéré comme plus utile. Rudi, en revanche, fut envoyé sur le front oriental puis détenu par la Gestapo, sous suspicion de désertion, bien qu'il survécut jusqu'à la fin du conflit. En 1945, les troupes américaines furent sur le point de détruire l'usine, convertie en installation militaire. Selon les témoignages, Kate, épouse d'Adi, convainquit les soldats que c'était une usine de chaussures de sport et rappela que l'on y avait fabriqué les baskets avec lesquelles Owens avait triomphé à Berlin. L'intervention sauva les installations et les occupants nord-américains devinrent quelques-uns des premiers clients de l'après-guerre. La relation entre les frères n'avait plus de remède. Dans les processus de dénazification postérieurs, Adi et Rudi témoignèrent l'un contre l'autre. Adi fut sanctionné par une interdiction temporaire de diriger des entreprises, bien qu'il la surmontât rapidement. Rudi fut emprisonné dans un camp américain et libéré en 1948. Cette même année, il abandonna définitivement l'entreprise commune, emmena une partie des travailleurs et fonda sa propre marque sur la rive sud de la rivière Aurach, qu'il appela Puma. Un an après, Adi enregistra officiellement la marque Adidas sur la rive nord. Herzogenaurach fut divisé. Adidas et Puma devinrent des employeurs rivaux et les habitants s'identifiaient à l'une ou à l'autre compagnie. On en vint à l'appeler la ville au cou penché, car avant de saluer les voisins, regardèrent la chaussure de l'autre personne pour connaître sa loyauté. Même les clubs de football locaux furent alignés, l'un sponsorisé par Adidas et l'autre par Puma. Dans les premières années après la guerre, Adidas décolla plus rapidement.
Adi se concentra sur l'innovation technique, collabora avec des entraîneurs et athlètes, et en 1954, la sélection de football d'Allemagne occidentale gagna la Coupe du Monde en utilisant des crampons Adidas avec des crampons interchangeables, ce qui consolida la marque au niveau international. Durant les années 60, Adidas était déjà le principal fournisseur mondial de chaussures de sport. Puma grandissait à un rythme plus lent, mais trouva sa place en signant des contrats avec des figures clés. Dans les années 60, Eusebio amena les Puma King au sommet du football européen et en 1970 Pelé réalisa le coup publicitaire le plus mémorable. Avant un coup d'envoi lors de la Coupe du Monde au Mexique, il s'agenouilla pour lasser ses crampons Puma devant des millions de spectateurs, rompant un pacte verbal entre les deux marques. L'impact fut immédiat et renforça la stratégie de Puma de miser sur des athlètes de renom. Cette période fut connue comme les guerres des baskets. Adidas misait sur des équipes entières, tandis que Puma investissait dans des figures individuelles. Les poursuites légales pour brevets et les disputes étaient fréquentes, dans une compétition qui transcendait le sport. Les fils des fondateurs héritèrent du contrôle. Horst Dassler étendit Adidas à la France et ensuite à d'autres marchés, tandis qu'Armin Dassler consolidait Puma après la mort de son père en 1974. Malgré quelques contacts entre les nouvelles générations, la division demeura intacte. Durant les années 70 et 80, Adidas se diversifia vers la mode sportive mondiale et Puma s'adapta à la culture urbaine. Avec le temps, les deux compagnies cessèrent d'être entre les mains directes de la famille Dassler et devinrent des corporations internationales. La rivalité, cependant, continua à l'échelle globale. Aujourd'hui, Adidas est la plus grande entreprise de vêtements et de chaussures de sport d'Europe et la deuxième au monde, seulement derrière Nike. Son siège est toujours à Herzogenaurach, mais elle opère sur toute la planète avec des revenus annuels supérieurs aux 20 000 millions d'euros. Puma, bien que plus petite, maintient sa présence dans plus de 120 pays et est l'une des marques sportives les plus reconnues, avec un fort accent sur le football et la mode juvénile. L'histoire d'Adidas et de Puma montre comment un conflit familial en temps de guerre a donné naissance à deux géants mondiaux. Ce qui commença comme un petit atelier finit par se convertir en deux corporations qui continuent de s'affronter dans les stades, les rues et les marchés du monde entier. Énigma, de la guerre mondiale au chiffrement numérique. Au début du siècle XX, la nécessité de maintenir des messages secrets devint décisive pour la sécurité militaire. L'Allemagne développa une machine de chiffrement appelée Enigma, qui fonctionnait avec un mécanisme de rotor électrique capable d'altérer les lettres introduites sur le clavier. Chaque fois qu'un opérateur pressait une touche, le signal passait par plusieurs disques qui tournaient de manière continue, et la lettre résultante n'était jamais la même si la même entrée était répétée. Ce système générait un nombre quasi illimité de combinaisons, ce qui rendait extrêmement difficile de déchiffrer les messages sans disposer d'une autre machine configurée de manière identique. Le modèle de base d'Enigma comptait 3 rotors qui tournaient à chaque pression. Le courant électrique traversait ces disques, se réfléchissait dans un composant appelé réflecteur et revenait par un chemin distinct, produisant plus de variations. De plus, il incorporait un tableau de connexion qui permettait d'échanger des paires de lettres, augmentant la complexité. Par la suite, d'autres éléments furent ajoutés, comme un 4e rotor sur certains modèles militaires, ce qui multipliait les possibilités. Le secret résidait dans la clé partagée, la position des rotors, l'ordre des câbles et la configuration du tableau. Seul celui qui avait exactement la même disposition pouvait déchiffrer le message. Cependant, la machine avait une limitation qui serait fondamentale pour les Alliés. Aucune lettre ne pouvait être chiffrée comme elle-même. Cette protection apparente devint un point faible. Les Allemands avaient une confiance totale en Enigma et l'utilisaient pour coordonner les opérations sur les fronts terrestres, aériens et navals. Chaque jour, les clés étaient changées, ce qui obligeait les cryptographes ennemis à repartir de zéro dans leurs tentatives. Au début de la guerre, des mathématiciens polonais avaient réalisé des avancées importantes, mais en augmentant la complexité des systèmes, le travail passa aux mains des Britanniques dans un centre secret situé à Bletchley Park. Là travaillait Alan Turing, un jeune mathématicien qui avait déjà proposé des concepts théoriques de machines capables de réaliser des calculs universels. Son rôle serait déterminant. À Bletchley, Turing et son équipe conçurent une machine appelée bombe.
Son objectif était d'explorer des combinaisons possibles et de rejeter rapidement celles qui ne coïncidèrent pas avec des patrons détectés dans les messages allemands. La tâche n'était pas simple, car le volume de possibilités était énorme, mais grâce à cet outil, on réussit à réduire le temps nécessaire pour trouver la clé correcte du jour. Les opérateurs de renseignement britanniques profitaient de répétitions courantes dans les messages, comme des phrases routinières utilisées par les Allemands, ce qui aidait à limiter encore plus les options. Avec cette méthode, au milieu de 1940, on pouvait déjà lire des messages de la Luftwaffe, et plus tard, on accéda à la communication navale, clé pour faire face à la menace des sous-marins dans l'Atlantique. L'équipe de Turing, connue comme UT-8, se spécialisa dans le déchiffrement des messages navals allemands. Le travail était essentiel car les convois alliés qui traversèrent l'océan subissaient des attaques constantes des U-boats. Les rapports obtenus permirent de dévier les routes et de réduire les pertes. Il y eut une période en 1942 où les Allemands mirent en œuvre des améliorations et le système devint illisible pendant quelques mois. Mais avec de nouvelles captures de matériel et des perfectionnements des techniques, les Alliés reprirent l'avantage. Turing développa également une méthode additionnelle appelée banburismus, qui permettait de réduire encore plus les combinaisons probables, et plus tard il conçut un système qu'il appela Turingerie pour travailler avec une autre machine de chiffrement allemande, la Lorenz, utilisée pour les communications de haut niveau. En 1942, Turing voyagea aux États-Unis pour collaborer avec les services de renseignement et expliquer le fonctionnement des bombes, en plus de connaître les avancées nord-américaines dans les systèmes de communication cryptés. De retour en Angleterre, il continua à travailler et créa un dispositif expérimental de transmission de voix cryptées qu'il appela Delilah, bien qu'il ne fût pas utilisé à grande échelle. Pour sa contribution à l'effort de guerre, il fut nommé officier de l'Empire britannique en 1945. Le déchiffrement d'Enigma ne se basait pas uniquement sur des machines. L'interprétation humaine des patrons, la discipline des équipes et l'analyse des erreurs commises par les propres opérateurs allemands furent également importantes. Souvent, les messages incluaient des phrases standards ou des salutations prévisibles, ce qui permettait aux cryptographes d'obtenir des points de départ. Le fait qu'aucune lettre ne se codifie comme elle-même facilitait aussi le rejet des configurations impossibles. Ainsi, la combinaison des failles humaines, des faiblesses techniques et de la persévérance mathématique permit aux Alliés de transformer Enigma de forteresse inexpugnable en un système vulnérable. L'impact de ce travail fut immense. On estime que la capacité de lire les messages allemands a raccourci la guerre de plusieurs années et sauvé d'innombrables vies. Dans l'Atlantique, le déchiffrement des ordres aux sous-marins se révéla vital pour assurer le ravitaillement de la Grande-Bretagne. Sur les fronts terrestres et aériens, l'information obtenue permit d'anticiper des mouvements et de planifier des opérations avec une plus grande précision. Le succès fut si grand que le secret fut maintenu pendant des décennies après la guerre. Seulement dans les années 70, la magnitude de ce qui fut accompli à Bletchley Park fut révélée au public. Mais l'héritage d'Enigma ne s'est pas terminé en 1945. L'effort de Turing et de ses collègues a jeté les bases de l'informatique moderne. La machine-bombe, bien que conçue dans un but concret, représentait un pas vers le concept de computation automatique. Peu après surgit Colossus, considéré comme le premier ordinateur numérique programmable utilisé pour déchiffrer la Lorenz. Ces expériences démontrèrent que les machines pouvaient réaliser des calculs à des vitesses impossibles pour l'être humain et ouvrir le chemin à l'ère des ordinateurs. Enigma a également laissé un héritage dans la cryptographie. Le principe fondamental était la transformation d'un message clair en un autre incompréhensible au moyen d'une clé partagée. Cette idée est connue aujourd'hui comme chiffrement symétrique. Deux parties possèdent la même clé et l'utilisent pour coder et décoder l'information. Le problème est que si un tiers obtient cette clé, tout le système est compromis. C'est pourquoi, des décennies après, de nouvelles méthodes furent développées. L'une d'elles fut le protocole de Diffie-Hellman, qui permet à deux personnes de générer une clé commune sans nécessité de la transmettre directement, même sur des canaux peu sûrs. Cette avancée ouvrit la voie à la cryptographie asymétrique, où chaque utilisateur gère une clé privée et une autre publique, ce qui ajoute un niveau supérieur de sécurité. Les applications actuelles de ces idées sont vastes. Des transactions bancaires en ligne à la messagerie instantanée sur téléphone,
La majorité des systèmes de communication utilisent des algorithmes de chiffrement basés sur les principes qui surgirent de l'étude d'Enigma. Quand quelqu'un envoie un message, celui-ci se convertit en un texte illisible pour quiconque l'intercepte, sauf pour le destinataire qui possède la clé correcte. Ainsi sont protégées les données sensibles dans un monde numérique où les menaces sont constantes. Avec le temps, des standards furent établis comme le DES dans la décennie de 1970 et ensuite l'AES en 2001, qui suivent la même logique de transformer des messages avec des clés, mais avec des structures mathématiques plus complexes et résistantes à la capacité de calcul des ordinateurs modernes. Même l'arrivée de la computation quantique a impulsé le développement de systèmes préparés à résister aux tentatives de déchiffrement avec cette technologie. Cependant, toutes ces avancées ont leurs racines dans la même idée qui poussa les ingénieurs allemands à créer Enigma et les Alliés à rompre son secret. La nécessité de protéger l'information en temps de guerre et de paix. La machine Enigma, conçue pour garantir la suprématie militaire de l'Allemagne, finit par être le catalyseur d'une révolution technologique. Ce qui commença comme un clavier connecté à des rotors électriques évolua en théorie mathématique, ordinateurs électroniques et protocoles numériques qui soutiennent aujourd'hui la sécurité de l'information sur toute la planète. Le travail de Turing et de ceux qui travaillèrent à Bletchley Park n'a pas seulement changé le cours de la Seconde Guerre mondiale, mais a aussi défini le futur de la communication sécurisée. D'un petit dispositif mécanique avec des câbles et des disques, naquit la cryptographie moderne qui protège chaque transaction et chaque donnée dans la vie quotidienne de millions de personnes. La montre allemande qui est passée de la bataille à la vie quotidienne. Dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne était déjà un pays avec une longue tradition horlogère. En Saxe, la localité de Glashütte avait atteint une renommée internationale grâce au travail de Ferdinand Adolf Lange, fondateur de la maison A. Lange et Son, tandis qu'à Pforzheim, plus à l'ouest, apparaissait une autre compagnie qui allait bientôt prendre de l'importance, Laco Durhoff. Les deux manufactures étaient destinées à jouer un rôle clé pendant le conflit, en fabriquant des montres militaires de grande précision qui, après la guerre, se transformèrent en modèles qui popularisèrent la montre-bracelet robuste et fonctionnelle que nous portons aujourd'hui au poignet. L'histoire commence en 1845, lorsque Ferdinand A. Lange fonda un atelier d'horlogerie à Glashütte avec l'idée de moderniser l'industrie horlogère allemande. Ses descendants maintinrent l'entreprise debout pendant des décennies, se spécialisant dans les montres de poche et les chronomètres de très haute qualité. Cependant, avec l'avancée du siècle XX et l'arrivée des années 30, le panorama changea radicalement. L'Allemagne se préparait à la guerre et la demande de montres de précision pour l'aviation militaire grandit rapidement. C'est dans ce contexte qu'à Lange et Son, avec d'autres maisons comme Stowa, Wempe ou Laco, reçut la commande de produire les montres d'observation connues sous le nom de Buren, des pièces de grande taille allant jusqu'à 55 mm, conçues pour les pilotes de la Luftwaffe. Ces montres avaient des caractéristiques très spécifiques, des cadrans noirs avec de grands chiffres luminescents, des aiguilles surdimensionnées pour pouvoir être lues même dans des cockpits sombres, et une grande couronne qui permettait de les ajuster avec des gants. C'étaient des instruments de navigation plus que de simples montres, pensés pour synchroniser des missions aériennes et calculer des routes lors de vols de nuit. Les calibres de Lange, spécialement le 48 et 48.1, furent le cœur de beaucoup de ces montres militaires qui se distinguaient par leur exactitude même dans des conditions extrêmes. Pendant ce temps, dans la ville de Pforzheim, la firme Laco Durhoff, fondée dans les années 20, grandissait rapidement. La compagnie produisait des mouvements et des montres complètes, et pendant la guerre, elle fut également sélectionnée comme fournisseur de montres d'aviateurs pour la Luftwaffe. Les Laco Buren étaient aussi appréciées que celles de Glashütte pour leur résistance et leur précision chronométrique. Des milliers de pilotes allemands portèrent à leurs poignets ces montres lors d'opérations de longue portée. La guerre, cependant, laissa de profondes cicatrices. En mai 1945, Glashütte fut bombardée par les troupes soviétiques et le siège principal de Lange fut détruit, tandis que Pforzheim subit des attaques aériennes qui dévastèrent plus de 80% de la ville. Après l'effondrement du Troisième Reich, les deux histoires prirent des chemins différents. À l'Est, A. Lange et Son fut nationalisé sous l'administration soviétique et son nom disparut du marché pendant des décennies, absorbé dans une entreprise d'État.
Ce ne fut qu'après la réunification allemande, en 1990, que Walter Lange, arrière-petit-fils du fondateur, put refonder la compagnie et la remettre sur la carte de l'horlogerie de luxe mondiale. En revanche, à l'ouest, l'ACO-Durau survécut grâce à la reconstruction appuyée par le plan Marshall. Durant les années 50, elle arriva à produire jusqu'à 80 000 mouvements par mois et se convertit en l'une des manufactures les plus importantes d'Allemagne. Elle innova même avec le Duromat, son premier calibre automatique, et en 1961 présenta la première montre électrique allemande qui fonctionnait de façon stable. Bien que les deux compagnies aient connu des crises, des ventes et des changements de propriétaires, elles ont laissé un héritage durable. La montre-bracelet militaire résistante à l'eau, de grande taille et de haute précision, qui devint le standard pour les soldats d'abord, et ensuite pour la population civile. Durant le conflit, la Wehrmacht avait massivement distribué des montres de dotation parmi les officiers et les troupes, ce qui popularisa l'usage de la montre-bracelet au lieu de la montre de poche. Après la guerre, cette habitude s'étendit rapidement dans toute l'Europe et au-delà. Les designs des Buren, avec leurs grands cadrans et leur esthétique fonctionnelle, inspirèrent des générations de fabricants. Même après la guerre, des montres de dotation similaires continuèrent à être produites pour des armées du monde entier. Aujourd'hui, tant A. Lange et Son que l'ACO ont récupéré et réinterprété ces modèles historiques. Lange revint sur le marché de la haute horlogerie dans les années 90 avec des pièces de luxe qui rappellent sa tradition, tandis que l'ACO relança plusieurs éditions de montres de pilotes des années 40 qui sont toujours très populaires parmi les collectionneurs et les amateurs. La transformation de ces montres de dotation militaire en accessoires quotidiens fut surprenante. Dans l'après-guerre, les vétérans rentrèrent chez eux en portant toujours leurs montres de campagne, qui devinrent rapidement une partie de la tenue civile. Cette transition convertit les montres militaires en une mode de masse. Aujourd'hui, l'idée d'une montre résistante, lisible et fiable, héritage direct de la Wehrmacht et de la Luftwaffe, reste en vigueur tant dans les montres d'usage militaire que dans les modèles de ville. Actuellement, A. Lange & Son ne produit que quelques milliers de pièces par an, chacune assemblée à la main et considérée comme un chef-d'œuvre de l'horlogerie de luxe, tandis que l'ACO s'est consolidée comme une firme qui combine tradition artisanale et montres de pilotes modernes, inspirées de ces modèles historiques. Dans les deux cas, les designs de la Seconde Guerre mondiale font encore partie centrale de leur identité. Ainsi, un instrument qui naquit sur les champs de bataille et dans les cockpits des avions militaires finit par marquer la vie quotidienne de millions de personnes. Les montres-bracelets militaires allemandes n'ont pas seulement mesuré le temps au milieu de la guerre, mais ont aussi marqué le rythme de l'après-guerre et de la vie moderne. Aujourd'hui, en regardant le poignet et en voyant une montre résistante à l'eau, de grande précision et d'esthétique fonctionnelle, il est impossible de ne pas reconnaître que son origine remonte à Glashütte et Pforzheim, à ces manufactures qui travaillèrent un jour pour l'armée allemande et qui, avec le temps, se transformèrent en symboles de qualité et de tradition horlogère. La vision nocturne qui est née dans le Reich. Dans la phase finale du conflit, alors que les troupes allemandes perdaient déjà du terrain, apparut un dispositif inhabituel créé pour offrir un avantage pendant la nuit. Il s'agissait du ZG 1229 Vampire, un système de vision infrarouge qui s'installait sur le fusil d'assaut STG-44. Sa conception fut la responsabilité de l'entreprise AEG conjointement avec l'Institut de recherche de la Reichspost, tandis que sa fabrication fut prise en charge par la firme Ernst Leitz GmbH. Seules quelques centaines d'unités furent fabriquées, pensées pour transformer le combattant en un tireur nocturne, que l'on appelait Nachtjäger. L'ensemble incluait une lunette infrarouge et un projecteur avec filtre qui émettait une lumière invisible pour l'œil humain. Tout était alimenté par une batterie d'environ 30 kg que le combattant devait charger dans un harnais de campagne, accompagné d'une autre batterie plus petite qui allait dans une boîte de masque à gaz et servait à actionner le convertisseur d'image. Le poids et la fragilité du système le rendaient inconfortable lors d'opérations rapides, bien qu'il atteignît son objectif, offrir une image claire dans la pénombre. Il pouvait distinguer une personne en mouvement jusqu'à 70 mètres de distance, ce qui supposait une innovation inédite à ce moment-là. Les premiers essais sur le terrain avec des fusils équipés de Vampire sont documentés dans les premiers mois de 1945, alors que le Reich faisait déjà face à la défaite. Certains récits mentionnent des expériences antérieures sur le front oriental, vers 1944,
avec des tireurs d'élite qui utilisaient des équipements semblables, bien que les preuves les plus solides situent les premiers déploiements juste dans les dernières semaines du conflit. Plusieurs vétérans assurèrent avoir vu des fusils avec des lampes torches qui ne brillaient pas, un détail qui coïncide avec les caractéristiques de l'appareil. On parle aussi de tentatives de l'adapter aux mitrailleuses MG-34 et MG-42, bien que la faible distance de détection le rendit peu pratique sur ce type d'arme. Le ZG-1229 ne détectait pas la chaleur corporelle, mais la réflexion de la lumière infrarouge émise par son propre projecteur, ce qui limitait son utilité, mais il établit un précédent. Bien que sa vie opérationnelle fût courte et ne se généralisa jamais, il ouvrit la voie à une technologie qui finirait par devenir une partie essentielle de l'équipement militaire et civil dans le monde entier. Avec la fin du conflit, les puissances alliées étudièrent les prototypes et prirent comme base leurs principes pour développer de nouvelles générations de vision nocturne. Durant la guerre du Vietnam, apparurent les premiers dispositifs autonomes qui n'exigeaient plus d'émetteurs infrarouges externes, mais amplifiaient la lumière ambiante. Ces équipements, connus comme de première génération, étaient plus compacts et pratiques. Dans les décennies suivantes, l'évolution fut constante. On passe à des systèmes d'intensification d'image, ensuite à des caméras thermiques et finalement à des capteurs numériques capables de travailler tant de jour que de nuit. Le grand changement arriva avec l'incorporation de technologies CMOS et CCD, similaires à celles qu'utilisent les appareils photographiques, qui diminuèrent les coûts et améliorèrent la durabilité. Aujourd'hui, la vision nocturne n'est plus exclusive aux armées. Elle est utilisée dans les corps de sécurité, les patrouilles frontalières, les opérations de sauvetage et aussi dans des domaines civils comme la chasse, la randonnée ou la surveillance domestique. Les caméras de sécurité incorporent la vision infrarouge comme une fonction standard. Dans les zones rurales, les chasseurs et les gardes forestiers emploient des viseurs thermiques pour suivre les animaux dans l'obscurité sans nécessité d'utiliser des lampes torches. Les modèles les plus récents incluent en outre des fonctions avancées, enregistrement en haute définition, transmission sans fil, détection automatique de mouvement et intégration avec des programmes de réalité augmentée. Il existe des casques avec des visières numériques qui se lient à des téléphones portables et que n'importe quelle personne peut acheter sur Internet, quelque chose d'impensable quand le vampire pesait des dizaines de kilos et était un privilège d'une poignée de soldats. Ce qui en 1945 était une expérience limitée à quelques fusils d'assaut finit par évoluer en une technologie globale. Le principe de base du vampire, émettre des infrarouges et traduire leurs reflets en une image visible, ouvrit un chemin qui mena aux dispositifs compacts et multifonctionnels qui aujourd'hui marquent la différence dans les opérations militaires, dans les corps policiers, dans les tâches de sauvetage et même dans la vie quotidienne. Tout au long de ce parcours, il fut clair que, même après 80 ans, beaucoup des idées, armes, substances, technologies et marques qui surgirent sous le Troisième Reich ne disparurent pas avec la chute du régime. Certains objets changèrent de forme, d'autres s'adaptèrent au marché civil et plusieurs évoluèrent jusqu'à s'intégrer complètement dans notre vie quotidienne. Ce qui commença comme partie d'une machinerie de guerre et de contrôle continue d'avoir une présence, parfois sans que nous le sachions. Cet héritage technique, pratique ou commercial ne peut être séparé de son contexte d'origine, mais on ne peut pas non plus nier sa permanence. Ces traces, discrètes ou évidentes, sont toujours là, nous rappelant que le passé ne reste pas toujours derrière. Souvent il se transforme, se redessine et survit dans les endroits les plus inattendus.